Hey, salut, c'est Manchot. Si jamais vous avez envie de venir pêcher avec moi, je vous donne rendez-vous sur la banquise le lundi, mercredi, vendredi et samedi vers 21h. Et sinon, bonne rediffusion. Nous revoici avec notre petit poisson de la culture sur les humains, ces fameux êtres qui sont censés être vous, les Homo sapiens. Donc on avait déjà vu pas mal de choses, notamment qui concernaient tout ce qui est le côté finalement de quelle espèce vous descendez. C'est-à-dire du coup les Homo sapiens. On avait fini sur la diversité génétique, où j'avais littéralement, attention aux oreilles, rien compris. Je suis pas sûr qu'on va aller le relire maintenant, parce que j'ai envie d'avancer, et que honnêtement, il y a aussi beaucoup de termes très scientifiques, très précis, j'ai envie de dire, que je comprendrai jamais. Même si j'y mettais toute mon âme, je ne suis pas sûr que j'ai les ressources nécessaires pour vraiment tout comprendre. Donc, on va continuer tranquillement avec ce qui nous attendait, c'est-à-dire l'hybridation avec des humains archaïques. Allez, c'est parti. Plusieurs autres espèces du genre Homo, l'homme de Néandertal, l'homme de Denisova, l'homme de Flores, ont été contemporaines d'Homo sapiens avec lequel certains d'entre elles ont pu coexister pendant des milliers d'années avant de s'éteindre. Selon de nombreuses études génétiques publiées depuis 2010, des croisements ont eu lieu entre espèces humaines. On relève en particulier environ 1,8% d'ADN néandertalien chez les populations non africaines modernes. Mais ça, c'est quand même fou. À une époque a existé plusieurs espèces d'humains. Rien que ça, c'est déjà fou de s'imaginer ça. Et il se trouve qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui je suppose, parce que du coup ça précise moderne, mais il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont encore une partie d'ADN néandertalien. Genre c'est dingue. Ça reste 1,8%, ce qui est donc, je pense, très peu. Moi, ma tête est un peu en mode ok, donc des gens ont une ADN néandertalienne. Un peu stylé, moi je trouve. Bien qu'Homo sapiens et Homo néandertalensis soient désormais considérés comme deux espèces distinctes, il s'est produit une hybridation entre sapiens et néandertal il y a 50 à 70 000 ans au Proche-Orient, produisant aujourd'hui un héritage de 1,8 à 2,6% de gènes néandertaliens chez tous les non-africains. C'est peut-être très peu à l'échelle de nous, enfin de vous. Je suis un manchot, on le rappelle, je suis un manchot. Mais quand même quoi, il y a des gens avec des gènes de néandertaliens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, si on pourrait remonter tout leur arbre généalogique jusqu'à des milliers d'années, eh ben ils auraient des ancêtres néandertaliens. Moi je trouve ça stylé. Ou alors peut-être que je comprends rien et que je surinterprète tout, mais je trouve ça un peu stylé. Le séquençage des humains Ranis 13 et de Zlatikun a mis en évidence un seul épisode d'hybridation qui s'est étalé entre 50 500 et 43 500. Alors ça c'est avant le présent, si j'ai bien retenu, et concerne l'ensemble des populations outre-africaines. Et apparemment ça se retrouve que chez les personnes qui ne sont pas africaines. Alors qu'on a vu que pour le coup on vient de là quoi. Enfin, vous, je suis un manchot. Il faut que j'arrête avec ça, il faut que j'arrête. Depuis, l'ADN néandertalien a pu se rétro-diffuser en Afrique. Ah, donc comme quoi, certains de ces gènes sélectionnés positivement par les Africains améliorent leur immunité ou les protègent contre le rayonnement ultraviolet. Une partie des gènes qu'ils partagent avec les néandertaliens, 0,3% en moyenne, provient de migrations eurasiatiques relativement récentes. L'autre témoigne en fait d'une transmission de gènes d'Africains à néandertaliens, probablement il y a plus de 100 000 ans au Moyen-Orient, lors d'une première tentative d'émigration hors d'Afrique. Cependant, cette affirmation selon laquelle l'ascendance néandertalienne se trouve généralement parmi les Africains subsahariens est contestée par certains généticiens, comme David Reich. C'est intéressant, vous êtes des êtres vivants qui aimaient bien le fait de se mouvoir, quoi, de voyager, d'aller autre part et de découvrir certaines choses. Et de mélanger les choses, ce qui fait la beauté du monde, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un petit message d'espoir sur le fait qu'un jour l'humanité puisse se mettre d'accord sur plein de choses. Je sais pas, je pars trop loin. Plusieurs études publiées depuis 2010, basées sur le séquençage de l'ADN nucléaire extrait d'une phalange et de dents dénisoviennes, indiquent que l'homme de Denisova a contribué à hauteur de 4 à 6% au génome des Mélanésiens et aborigènes d'Australie actuelle, et aurait été relativement répandu en Asie à la fin du Pléistocène. Une étude de 2014 montre qu'une partie du matériel génétique de Denisova a été sélectionnée chez Homo sapiens pour s'adapter à la haute altitude. Un variant du gène EPAS1 provenant des Denisoviens améliore le transport d'oxygène et est présent uniquement chez les Tibétains et chez les Chinois Han dans une moindre proportion. Donc ce que je comprends bien, c'est-à-dire que les Homo sapiens ont carrément fait ce choix conscient de s'hybrider, ça se dit de s'hybrider, de se mélanger avec des hommes de Denisova parce qu'ils posséder des gènes bien adaptés. Et si cette phrase veut vraiment dire ça, c'est quand même dingue. Mais c'est génial. Encore une fois, j'espère comprendre et pas de faire de surinterprétation, parce que sinon, après, je vais me créer de fausses choses, mais c'est pas le but. Évolution récente et actuelle. Depuis les premiers Homo sapiens archaïques connus, morphologiquement différents des humains actuels, l'espèce a évolué et cette évolution n'a jamais cessé. Notamment, il y a environ 42 000 ans, la modification d'une protéine à la surface de leur globule rouge a renforcé la résistance des Africains au paludisme. Les Tibétains et les Éthiopiens ont acquis plusieurs mutations leur permettant de tolérer la faible
concentration de l'air en oxygène. Il y a environ 8500 ans, un allèle permettant de synthétiser des acides gras polyinsaturés à longue chaîne à partir d'éléments d'origine végétale s'est répandu chez les premiers agriculteurs. Ces acides gras, que les chasseurs-cueilleurs obtenaient facilement à partir de la viande et des fruits de mer, sont essentiels aux membranes cellulaires, notamment cérébrales. Cette variante génétique initialement rare est aujourd'hui présente chez environ 60% des Européens. Une autre série de modifications génétiques survenues il y a environ 8000 ans a donné aux Eurasiens leur teint pâle. Ces modifications ont réduit leur production de mélanine, ce qui a permis à la lumière du soleil de pénétrer davantage dans leur peau et de synthétiser la vitamine D raréfiée, oui ça se dit, chez les premiers agriculteurs, dont de nombreux fossiles gardent des traces de rachitisme. C'est pas que quand on est mince ça? C'est quoi? C'est une maladie de la croissance et de l'ossification observée chez le nourrisson. Ah oui, c'est dû à un manque de vitamine D, c'est ça? Carence en vitamine D et en calcium. Lors de la construction de Stonehenge. Oh, il y aura peut-être un poisson sur Stonehenge, tiens. Avec notamment, peut-être, pourquoi pas, les théories du complot peuvent avoir autour de Stonehenge. Je crois qu'il y en a, si je dis pas de bêtises. Il y a environ 5000 ans, pratiquement aucun Européen ne possédait les gènes nécessaires à la digestion du lait à l'âge adulte. Quoi? Il y a environ 4500 ans, un gène permettant de maintenir la lactase active a commencé à se propager en Europe et en Asie du Sud. Donc c'est-à-dire qu'il y a 5000 ans, les ancêtres des Européens ne digéraient pas le lait. Et peut-être que du coup, les gens qui aujourd'hui ne digèrent pas le lait descendent des personnes qui n'ont jamais eu ce gène-là, si on suit la logique de l'évolution. Et il y a juste 5000 ans. C'est pas si vieux à l'échelle de l'histoire de l'Homo sapiens, bien sûr. Les autochtones des hautes terres boliviennes, arrivés il y a environ 10 000 ans, ont acquis une adaptation génétique à la faible concentration de l'air en oxygène, différente de celle des Tibétains et des Éthiopiens, et plus récemment, des variantes du gène AS3MT leur permettant d'éliminer l'arsenic. Quoi? Il y a des gens, ils peuvent l'éliminer. Hop! Attends, je suis en train un peu de déphaser parce que l'arsenic, c'est le truc du gâteau d'Astérix là. Le pudding à l'arsenic. Je crois que c'est ça. Hein. Maintenant, j'ai la chanson dans la tête. Le pudding à l'arsenic. Donc, il y a des gens qui, genre, mangeraient ce gâteau, ils seraient pas empoisonnés, comme le goûteur, quoi. On n'est pas là pour parler d'Astérix. Mais comme quoi, encore une fois, la nature, quoi. La nature. L'analyse génomique de 367 Turkana, qui sont une population d'Afrique de l'Est, vivant principalement au nord-ouest du Kenya, montre des centaines de changements génétiques affectant leur métabolisme, leur conférant notamment une plus grande rétention d'eau, leur évitant une déshydratation rapide. Ça, c'est quand même un cheat code. Hein. Cette adaptation favorable dans le nord-ouest aride du Kenya, où ils vivent depuis 5000 à 8000 ans, entraîne en revanche un risque accru de maladies cardiovasculaires quand ils sont adaptés à un mode de vie moderne en ville. Ah, bon non, c'est pas tant un cheat code en fait que ça. Mais c'est encore une fois intéressant de voir que tout dépend de là où certaines civilisations, certaines populations sont. Il y a vraiment des choses particulières qui se retrouvent, notamment dans la question de l'adaptation. C'est quand même génial la nature. Peut-être que je m'émerveille devant trop de choses trop rapidement, mais moi je trouve ça fou. Les Européens descendent principalement de 3 populations ancestrales. Les chasseurs-cueilleurs, qui ont colonisé le continent il y a environ 40 000 ans, les premiers agriculteurs d'Anatolie arrivés en Europe il y a environ 8500 ans, et les éleveurs de la steppe pontique-caspienne arrivés il y a environ 5000 ans. En 2022, 1162 échantillons d'ADN anciens provenant de ces lignées ancestrales ont été analysés à la recherche de régions présentant des allèles de fréquence inhabituellement basse ou élevée, signe d'évolution ancienne. Ils ont identifié 57 changements importants au cours des 50 000 dernières années, liés au stockage des graisses, au métabolisme, à la physiologie de la peau, à l'immunité, à la fonction neuronale, considérées globalement comme des adaptations à un climat froid. Aucun de ces gènes n'est partagé par une population comparable d'Africains subsahariens, ce qui suggère qu'ils sont apparus après qu'Homo sapiens est sorti d'Afrique. 2024, plus de 1600 génomes datant de 11 000 ans jusqu'au Moyen-Âge ont été comparés à plus de 400 000 génomes modernes provenant de la biobanque britannique. En séparant les génomes anciens en lignée ancestrale, les chercheurs ont identifié 21 évolutions. Mais en fait, les humains sont des Pokémon. Certaines évolutions sont réversibles. Ah, bon alors pas totalement comme les Pokémon. Les anciens Anatoliens, par exemple, présentent un complexe majeur d'histocompatibilité. Tu vas m'expliquer, mais je vais rien comprendre, donc on va passer. CMH3, une région du chromosome très homogène, alors que cet ensemble de gènes codant des protéines impliquées dans l'immunité est généralement très diversifié. La sélection naturelle favorise cette diversité génétique en raison de la variété des menaces potentielles. Cette homogénéité inaccoutumée est sans doute le signe que ces premiers agriculteurs ont été ravagés par une même maladie. Lorsque les Anatoliens se sont ensuite mélangés à d'autres populations, l'adaptation de CMH3 a disparu. Des schémas similaires se sont produits au cours des 50 000 dernières années. À maintes reprises, des pressions de sélection se sont relâchées et des adaptations autrefois répandues ont été presque entièrement effacées des populations descendantes par le croisement avec d'autres groupes ou la dérive génétique. Je préfère être honnête, j'ai rien compris. Je vais pas prendre le temps de relire parce que j'ai envie d'avancer. Oulala, 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 terrible, il y a des gens tout nus, comment je fais? Oh, on est des fous ici, tant pis. C'est pour la science. Anatomie. Homo sapiens est un hominidé dont la caractéristique physique la plus manifeste est sa station debout. La colonne vertébrale est
redressé et les membres antérieurs ne s'appuient pas sur le sol. Il fait partie des très rares mammifères adoptant ce mode de locomotion. Moi aussi, on a vu que sur ce point-là, on se ressemblait. Un humain adulte mesure de 1,4 à 2 mètres, mais cet écart peut s'étendre d'environ 70 cm à environ 2,70 mètres dans les deux extrêmes du nanisme et du gigantisme. La taille est influencée par des facteurs environnementaux tels que la disponibilité de la nourriture, mais aussi par le karyotype constitutionnel. Le karyotype, c'est la répartition de tous les chromosomes. Ainsi, toute autre chose égale par ailleurs, les femmes au karyotype 46XX sont plus petites que les hommes au karyotype 46XY, qui eux-mêmes sont plus petits que les hommes atteints de syndrome de Klinefelter, donc 47XXY, ou du syndrome 47XYY. Les femmes au karyotype 46XX sont aussi plus petites que les femmes atteintes du syndrome triple X. De façon générale, la taille semble croître avec le nombre de chromosomes sexuels. Le poids moyen est d'environ 62 kg. Les données individuelles varient beaucoup autour des moyennes avec une forte influence de facteurs environnementaux, alimentaires et comportementaux. Les moyennes elles-mêmes varient beaucoup selon les populations et les époques. Les hommes sont en moyenne 12 cm plus grands que les femmes. Est-ce que c'est beaucoup 12 cm? Putain, j'allais faire encore une blague salace, donc on va pas la faire. Mais en même temps, j'ai des culs à côté là. Tiens, allez, hop, voilà. C'est toujours mieux de conclure comme ça. La pilosité humaine est réduite par rapport à celle des autres primates. Elle est essentiellement limitée à certaines parties du corps, cuir chevelu, aisselle et pubis. La couleur de la peau humaine présente une grande variété. Noir, brune, beige ou rosé très clair, liée à la présence plus ou moins abondante de mélanine, un pigment brun filtrant les rayons ultraviolets. La peau humaine est plus foncée dans la zone intertropicale, sous le sunlight des tropiques bien évidemment. Cette variété de pigmentation est une adaptation génétique aux différences d'ensoleillement selon les zones géographiques. En Afrique, les albinos ont ainsi un risque accru de cancer de la peau. L'humain a besoin du soleil pour synthétiser la vitamine D. Puis, il s'est trouvé sous des latitudes faiblement ensoleillées. Plus il s'est trouvé sous des latitudes faiblement ensoleillées, plus sa peau est éclaircie, ce qui facilite la production de vitamine D. La peau noire a en revanche un très haut pouvoir filtrant face aux UV. La dépigmentation a suivi la migration des populations humaines vers les zones septentrionales de la planète. La peau humaine se ride, s'amincit et perd son élasticité avec l'âge. Un test consiste à pincer et à tirer légèrement la peau du dessus de la main ouverte et à mesurer le temps qu'elle met pour reprendre son aspect normal une fois relâché. L'écart entre un sujet jeune et un sujet âgé est d'environ 1 seconde. Ah mais du coup j'ai pas de vue à côté de moi. Et puis je suis un manchot, hein, bien sûr, je fais pas du tout le test. Consiste à pincer et à tirer légèrement et il faut relâcher. Ah ouais. Bah c'est rapide quoi. Des pratiques à visée ornementale ou rituelle peuvent modifier l'aspect de la peau et y faire apparaître des motifs divers. Caractère sexuel secondaire. La pilosité est moindre sur le corps féminin à l'exception notable du cuir chevelu. En effet, le cycle de vie des cheveux est de 5 ans chez la femme et de 3 ans chez l'homme. Les cheveux poussent aussi plus rapidement chez la femme, ce qui, combiné à des facteurs culturels, peut expliquer que sa chevelure soit souvent plus longue que celle de l'homme. La femme a des seins proéminents en dehors même des périodes de gestation ou d'allaitement, une tessiture vocale haute, un bassin plus large et un rapport taille-hanche inférieur. La pilosité masculine est généralement chez l'adulte plus abondante, le bassin est étroit, la musculature plus puissante, la voix plus grave, etc. Toute considération ethnique mise à part, la couleur de la peau est plus sombre chez l'homme que chez la femme. Ah bon? Cette différence serait due à l'influence de certains œstrogènes sur la sécrétion de mélanine. D'accord, intéressant. L'humain porte généralement des vêtements recouvrant presque toujours au moins les parties génitales. Alors pas tout le temps, j'ai déjà aussi croisé des gens qui n'en avaient pas. Le port de vêtements pourrait, selon une analyse comparative des génomes du pouls et du morpion, remonter à environ 170 000 ans. Waouh, ils ont analysé des poux et des morpions pour dire on portait des vêtements depuis tant de temps. Génétique, karyotype. Les êtres humains ont 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels XX ou XY. Selon le système XY de détermination sexuelle, les individus de type XY sont mâles et ceux de type XX sont femelles. Diversité. Le génome des humains est identique à 99,9%. On répète, pardon, je vais parler fort. Le génome, c'est pas grave. Le génome des humains est identique à 99,9%, soit un niveau de similitude qui ne se trouve que rarement chez les mammifères. Cette similitude est explicable par la relative jeunesse de l'espèce et le brassage des populations. Celle-ci est encore plus faible entre Eurasiens sortis d'Afrique il y a moins de 60 000 ans. À titre de comparaison, on constate une variation de 1,2% du génome entre humains d'une part et bonobos et chimpanzés d'autre part. Donc vous êtes différents des bonobos et des chimpanzés à 1,2%? Non, je suis pas sûr que ça soit ça que ça veuille dire. Plusieurs théories concurrentes du goulot d'étranglement génétique ont été émises depuis les années 90 afin de tenter d'expliquer la faible diversité génétique de l'humanité actuelle. Mais ces théories ne sont pas confirmées par l'état actuel de la science, selon lequel l'effet fondateur suffit à expliquer cette faible diversité. Une étude publiée en 2008 dans la revue Science a été réalisée sur l'ADN de plus d'1 millier d'individus. La comparaison de 650 000 nucléotides chez 938 individus non apparents
documentée appartenant à 51 ethnies a estimé que 89% de la variation entre individus était contenue à l'intérieur des populations, pour 9% entre continents et 2% entre populations d'un même continent. La génétique permet donc d'identifier l'origine géographique des individus en se basant sur la présence de mutations sur certains allèles. J'ai pas tout compris. Ah oui, dans le sens, le fait que les gens soient différents au niveau de certaines ethnies, du groupe ethnique auquel ils sont rattachés. Bah oui, parce qu'après ils disent pour 9% entre continents et 2%. Bah oui, mais pourquoi c'est plus haut là? Je crois que j'ai pas tout compris. Mais on va avancer. L'hétérozygotie. Qu'est-ce que c'est? Un organisme hétérozygote pour un gène quand il possède deux allèles différents de ce gène sur un même locus pour chacun de ses chromosomes homologues. Mais tout à fait. Mon doctorat en génétique me permet de comprendre tout cela. Je fais une remarque comme quoi je comprends pas. Bah oui, mais en même temps c'est normal. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de choses. C'est normal de pas tout savoir. Diminue au fur et à mesure que la distance avec l'Afrique subsaharienne augmente, ce qui confirme l'origine africaine des humains actuels. Par ailleurs, d'une manière générale, plus deux individus sont nés dans des lieux éloignés géographiquement, plus ils sont différents génétiquement, à l'exception du continent africain qui recèle la plus grande diversité génétique entre les individus. Cependant, l'histoire des migrations humaines durant la période historique doit être aussi prise en compte pour pondérer cette règle générale. Biologie, métabolisme. Par rapport aux autres primates, l'humain serait hyper métabolique. On a longtemps pensé que les singes et humains brûlaient leurs calories à la même vitesse et les premières études concernaient en outre des individus au repos. En 2010, des études métaboliques ont surpris en montrant que l'orang-outan avait un taux métabolique étonnamment faible. Puis en mai 2016, une étude publiée dans Nature révèle qu'un humain moyen consomme chaque jour environ 400 calories de plus qu'un chimpanzé ou bonobo, 635 calories de plus qu'un gorille et 820 de plus qu'un orang-outan. Un humain moyen brûle en moyenne 27% d'énergie par jour en plus qu'un chimpanzé. Cet hypermétabolisme pourrait être dû au cerveau humain, au moins 3 fois plus gros que celui de tous les autres singes et particulièrement énergivore. Ça, en étant moi-même manchot, ça je peux dire que ça bouffe de l'énergie. Alors déjà qu'il réfléchit toute la journée et en plus le soir il essaie d'apprendre des choses, je fume. Heureusement que je suis sur la banquise pour me refroidir. La même étude montre que l'humain sédentaire est également le plus gras de tous les primates, y compris que les primates sédentaires des zoos, les humains ils sont gras. Faut pas que je dise ce genre de phrase parce que sinon je vais vraiment le retenir. En mode premier degré, qu'est-ce qu'un humain? Un humain, c'est quelqu'un de gras. Et c'est le plus gras de tous les primates. Voilà, c'est la seule chose que je vais retenir. Une autre explication pourrait être que les femmes produisent potentiellement plus de bébés, plus longs à élever et à intervalles plus courts que les singes femelles. Une hypothèse est que le grossissement du cerveau humain, il y a 1,6 million d'années environ, se serait accompagné d'une perte de muscles et de longueur d'intestin par rapport aux autres grands singes, avec un moindre besoin énergétique, une facilité à se tenir debout et courir. Le différentiel pouvant être mis à profit par le cerveau. D'autres ont pensé que la domestication du feu, la cuisson et le partage des aliments ont aussi contribué à cette économie d'énergie au profit du cerveau. Régime... Ah, là c'est intéressant. Homo sapiens est omnivore et opportuniste. Un humain végétarien ou zoophage demeure omnivore. Mais non. L'alimentation humaine est donc une attitude culturelle avant tout, et l'humanité a développé de nombreuses habitudes alimentaires différentes d'une région à l'autre au travers des siècles. Et là on nous dit attention, c'est pas clair. Il y a même un petit point d'interrogation carrément pour dire tellement c'est pas clair. Mais donc comme quoi un humain végétarien ou zoophage demeure omnivore. Oui, parce que même un végétarien il mange pas que des végétaux. L'humain peut chasser n'importe quelle espèce animale. Non, 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 non. Arrêtez de chasser les animaux. Et est même capable de chasser des animaux normalement considérés comme des super prédateurs. Oh, comme de par hasard, on parle des super prédateurs et bim, on tombe sur des orques qui, si je me souviens bien du poisson sur les manchots, sont des prédateurs à moi. Enfin, je suis une proie pour eux. Oui, donc ce sont mes prédateurs. Donc, wow, tout est lié ou quoi là? Pour cette raison, il est parfois considéré comme le super prédateur ultime. Waouh. Alors j'allais dire stylé, mais au vu du fait que du coup ça vous place tout en haut, j'ai de quoi avoir peur, donc pas trop stylé non plus. S'il vous plaît, arrêtez, les humains par pitié, de chasser les animaux. J'en étais où? Ah oui. Selon des données collectées par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture entre 1961 et 2009, l'être humain, n'est pas seulement pas haut dans la chaîne alimentaire en raison de son régime omnivore qui comporte une large proportion d'aliments d'origine végétale. Ok, intéressant. Mais parce que moi je partais du principe que les humains étant les humains, c'était eux tout en haut quoi. Et puis après il y avait effectivement les super prédateurs et tout ça. Mais en fait justement c'est ça où il faut pas faire la confusion, c'est que certes les humains sont parfois considérés comme le super prédateur ultime parce que techniquement ils sont capables de chasser n'importe quelle espèce d'animal, mais pour autant au vu de leur régime alimentaire ils sont pas en mode on the top of the pyramid. Pourquoi je parle anglais d'un coup? Donc les humains de leur ensemble consomment des aliments très diversifiés, qu'ils soient d'origine végétale ou animale. Depuis le néolithique, la base de leur alimentation est toutefois constituée de féculents, issus en particulier de 3 céréales, le blé, le maïs et le riz. Cette propension à consommer des féculents semble être une spécialisation humaine. Le taux d'amylase dans la salive humaine est en effet de 6 à 8 fois
fois plus élevé que dans la salive d'autres hominidés tels que le chimpanzé. Avant l'essor des céréales, au néolithique, les humains devaient probablement se procurer des féculents par la consommation de tubercules, et patates notamment. Et pourquoi je parle encore avec l'accent du sud? On n'avait dit pas les accents manchots. Enfin, les patates notamment, non. Enfin, si, il y avait certaines populations qui mangeaient déjà des patates, mais en Europe, c'est pas arrivé tout de suite, si je dis pas de bêtises. Cet usage s'est conservé jusqu'à nos jours, notamment depuis l'expansion de la pomme de terre après l'échange colombien. Voilà. Une particularité de l'alimentation humaine est que la plupart des aliments sont cuits, en particulier la viande, parce qu'elle accélère le processus de digestion. C'est pour ça, et permet ainsi d'accroître l'apport énergétique alimentaire. C'est pour ça qu'on cuit les aliments, c'est pour mieux digérer. Ça, je savais pas. La cuisson semble avoir joué un rôle essentiel dans le développement particulièrement prononcé du cerveau humain. La cuisson améliore aussi l'innocuité microbiologique des aliments. Qu'est-ce que c'est ? Intoxication alimentaire. Ah oui, pour moi, c'était ça. Le fait de cuire des choses, c'était avant tout pour éliminer potentiellement des petites bactéries ou des trucs comme ça qui pourraient être nocives. Puis voilà. Mais en fait, c'est à la fois ça et à la fois le fait que ça accélère aussi le processus de digestion. Normalement, un adulte présente, comme la plupart des mammifères, une intolérance au lactose. Donc ça veut dire que, en fait, finalement, les gens qui ne sont pas intolérants au lactose, ils ont un peu un super pouvoir. Parce que dans la tournure de la phrase, on dirait vraiment qu'en fait, c'est presque une anomalie, les gens qui sont tolérants au lactose. Et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, ça date que d'il y a 5000 ans, je crois qu'une gène est apparue pour aider à digérer le lactose. Cependant, une mutation génétique a été sélectionnée plusieurs fois, il y a 6000 à 8000, ah ben j'ai dit 5000, mais c'est 6000 à 8000 ans dans certaines régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique, en raison de l'essor de l'élevage laitier dans ces régions. De nos jours, environ 15% de la population mondiale, mais avec de grandes disparités régionales, présente à l'âge adulte une tolérance au lactose sous forme de lait. Attends, quoi? Il y a que 15% de la population mondiale qui sont tolérants au lactose, c'est tout. Bon, après 15% de 8 milliards, ça fait combien? Je regarde vite fait, 15% de 8 milliards. Putain, on dirait un vieux. Donc il y aurait seulement 1,2 milliard de personnes, d'humains tolérants au lactose. Ça fait quand même beaucoup, 1 milliard, bien sûr. On aura appris quelque chose. 15% de la population mondiale présente à l'âge adulte une tolérance au lactose sous forme de lait. Néanmoins, la plupart des adultes sont cependant capables de consommer des fromages. Oh, les fromages. Il y aura peut-être un poisson sur les fromages, dont la production est une pratique très ancienne. Il semble que la consommation de fromage a contribué à sélectionner la tolérance au lactose. Homo sapiens possède une appétence prononcée pour certaines saveurs, notamment le salé et le sucré. Ah ouais. Le sel et le sucré sont normalement présents en faible quantité dans la nature, mais depuis peu, il est capable d'en produire en quantité industrielle et à faible coût. Cet écart entre l'appétence pour ces substances et leur abondance est l'un des facteurs à l'origine des problèmes de santé tels que l'obésité, l'hypertension artérielle ou le diabète, et ce, principalement chez les individus disposant d'un niveau de vie relativement faible, mais tout de même suffisamment élevé d'un point de vue anthropologique pour avoir accès aux productions industrielles. Et encore une fois, on remercie qui? Le caca-pipitalisme. Voilà. Parce que c'est toujours rigolo de mettre un prout après le capitalisme. Dès le néolithique, la plupart des sociétés humaines ont fait fermenter des jus de fruits. Oh ouais, les jus de fruits. Divers ou autres solutions végétales afin d'en obtenir une boisson alcoolisée. Alors ça non par contre. Autant les jus de fruits et les fruits en général, oui. Par contre, les boissons alcoolisées, c'est dégueulasse. Hot take, l'alcool c'est dégueulasse. Voilà, c'est dit. L'alcool, en effet, longtemps était le moyen le plus simple d'assurer l'asepsie des boissons et de permettre le transport de l'eau sur de longues distances ou son stockage pendant de longues périodes. Comment ça? Ils faisaient exprès de l'alcool pour conserver de l'eau? Ouais, non, là j'avoue, j'ai pas compris. L'ensemble des habitudes alimentaires et art culinaires de chaque culture est regroupé sous le terme de gastronomie. Le manger, tout à l'heure j'ai dit la nature, tout ça, mais la bouffe. Oh, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Il faut qu'on passe vite là, sinon parce que ça va vraiment me donner faim. Aptitude physique. Contrairement à la plupart des autres hominoïdes, l'être humain n'est que peu apte à la brachiation. C'est quoi? Et le mode de locomotion arboricole. Ah, d'accord. Bah, j'ai appris un terme. Seul un individu jeune et en bonne santé peut, après entraînement, effectuer ce type de locomotion. L'anatomie humaine conserve cependant les caractéristiques associées que sont la flexibilité des épaules, permettant de lever les bras au-dessus du corps, ainsi que les mains préhensiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire préhensile? J'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'on peut lever nos bras. Enfin, vous pouvez lever. Moi, c'est un peu plus compliqué avec mes ailes. Il est en revanche spécialisé dans la bipédie, dont il maîtrise parfaitement les deux allures, la marche et la course. Sa marche est plantigrade, mais sa course peut être digitigrade aux allures les plus rapides. Alors, sans regarder, moi je suis sûr que plantigrade, c'est que c'est la plante des pieds. Vous marchez avec la plante des pieds. Mais la course peut être digitrade, c'est-à-dire que pour courir, les pas se font sur les orteils pour aller plus vite. Est-ce que j'ai raison pour une fois? Est-ce que c'est ça? Le mode de locomotion plantigrade correspond à sa façon de marcher en posant toute la plante et le métatarse du pied sur le sol. Ok. Et digitira de marcher ou courir en se reposant sur ses doigts ou ses pouces.
Voilà. Il a fallu juste 3 lives pour que je devienne le manchot le plus intelligent de la Terre. Il marche à une vitesse de 5 à 6 km par heure et peut courir jusqu'à une vitesse d'environ 36 km par heure. C'est pas mal quand même. Ce qui est particulièrement lent. Bon, allez, ce qui est particulièrement lent en comparaison de nombreuses espèces de mammifères terrestres, comme le guépard. Oui, mais en même temps, tu compares un humain avec un guépard. Bien sûr que le guépard, il lui met une branlée. Mais ça va quand même, 36 km. Oh, il est trop mignon. En effet, Homo sapiens ne se distingue pas par la vitesse, mais par l'endurance. La marche et la course sur de longues distances sont favorisées par l'absence de pelage, qui contribue à la thermorégulation en favorisant la sudation. Ah oui, donc voilà. C'est-à-dire que, certes, Mister Guépard, et il peut courir à 200, je sais pas quoi, je crois, mais il dure quoi? Il tient que 5 secondes le gonze en fait. Alors que vous, c'est un peu, j'ai envie de dire, le lièvre et la tortue, voilà. Certes, vous allez pas très vite, mais au moins vous pouvez tenir plus longtemps. Cette aptitude à la marche et à la course était probablement déjà présente il y a plus de 1,5 million d'années chez Homo ergaster en Afrique. Homo sapiens partage son endurance avec plusieurs espèces de canidés, dont le loup, Aou, et le chien, Wouf. Oui, j'ai appris aussi à imiter les animaux. Mais il a dans ce domaine l'avantage sur la plupart des mammifères herbivores, ce qui lui permet de pratiquer avec succès la chasse à l'épuisement sur des animaux comme les cerfs ou les antilopes. Ben ça, c'est pas gentil. Cette faculté à courir de longues distances aisément a aussi pu faciliter les échanges entre les tribus humaines, comme c'est le cas aujourd'hui chez les Tarahumaras, qui sont un peuple amérindien vivant dans la région des Barrancas del Cobre, au nord du Mexique. Occasionnellement, et selon les situations, il peut ramper, grimper, sauter. L'humain semble aussi avoir des prédispositions naturelles à la nage, absence de pilosité, étanchéité parfaite des lèvres fermées, verticalité des fosses nasales, contrôle efficace de la respiration, etc. Et même à l'apnée. Alors oui, mais là pour le coup, on l'a vu, là vous pourrez pas me battre. Je suis un manchot, et les manchots dans l'eau, c'est YOLO. Il manifeste par exemple un réflexe bradycarde, mais c'est quoi bradycarde? Est un rythme cardiaque habituellement inférieur à la normale. Et ses poumons peuvent recevoir un afflux supplémentaire de sang afin de pouvoir compenser l'excès de pression à partir de 30 mètres. Ce phénomène appelé transfert sanguin a longtemps été cru limité aux seuls mammifères aquatiques. Ces prédispositions font partie des éléments qui appuient l'hypothèse d'un passage transitoire à un mode de vie aquatique ou semi-aquatique au cours de l'hominisation. Quoi? Ah, le processus d'évolution qui a transformé les primates en humains. C'est-à-dire que au début du coup de ce processus d'évolution, il y avait des êtres vivants qui avaient un mode de vie aquatique ou semi-aquatique. Oh. L'être humain est particulièrement apte au lancer des projectiles divers, notamment par rapport aux autres hominidés. Selon des chercheurs de l'université Harvard, pardon, j'ai très mal dit. Il faut que j'arrête avec les accents, on l'a dit. Cette aptitude exceptionnelle résulte des évolutions de son anatomie. Taille souple entre le bassin et la cage thoracique, positionnement bas des épaules, légère torsion de l'humérus. Cette aptitude au lancer aurait joué un rôle clé dans l'évolution humaine. Pourquoi? Ah, peut-être pour la chasse, quand ils chassaient les mammouths. Ah, j'ai que cette image en tête d'humains qui lancent des lances sur des mammouths. Alors que peut-être que ça n'est jamais... Si, ça a dû arriver. Faudrait que je remonte le temps un jour. J'irai voir et je vous dirai. Les aptitudes physiques de l'être humain présentent un dimorphisme sexuel, la puissance musculaire des femmes étant généralement inférieure à celle des hommes. Un titre indicatif, l'actuel record du monde de l'épreuve féminine de 100 mètres est en 10 secondes 49 contre 9 secondes 58 pour l'épreuve masculine, soit une différence de 91 centièmes. Aptitude cognitive. De tous les animaux à système nerveux central, Homo est probablement celui qui a le cerveau le plus développé et performant. Ses seuls rivaux dans ce domaine sont certains cétacés. Les baleines. Oh, j'adore les baleines. D'un point de vue anatomique, ses capacités cognitives sont associées au développement particulièrement prononcé du néocortex. Bien que certaines expériences suggèrent que des différences au niveau neuronal jouent aussi un rôle. Leur développement particulièrement prononcé du néocortex par rapport aux autres primates et hominidés a été associé à une famille de gènes ancestraux Notchdnl. Là, je vais tout comprendre, donc on va continuer. Les capacités de l'esprit humain, notamment en termes de mémoire, d'imagination et d'abstraction, sont probablement ce qui explique le mieux le succès évolutif de l'espèce. Donc le fait que les humains aient une bonne mémoire, une bonne imagination, a permis que ce soit eux qui évoluent le mieux. C'est peut-être surinterprété. Et en plus, il y a écrit référence nécessaire. Donc bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Homo sapiens est capable d'appréhender les règles qui organisent le monde qui l'entoure, de près comme de loin, du mouvement des astres aux lois qui structurent la matière, en passant par les règles qui organisent l'espace et les principes nécessaires à l'induction. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, c'est la logique. Plus précisément, on peut dire que depuis le milieu du XXe siècle, il comprend les règles du monde visible, à l'exception de celles qui sont à l'origine des forces subatomiques. Je vais nous épargner ça parce que de toute façon, je vais tout comprendre. Et des raisons qui font que la matière courbe l'espace-temps. En effet, selon le prix Nobel de physique Richard Feynman, peut-être qu'il est français, ou il est américain, ces deux domaines sont les seuls qui ne sont pas couverts par l'électrodynamique quantique. Oui, tout à fait. Cette attitude à comprendre le monde s'est traduite par l'accumulation d'un ensemble de connaissances appelées sciences et le développement d'outils
divers appelés techniques. L'attitude plus générale qui consiste à clarifier sa pensée et à chercher à comprendre le monde par-delà les seules considérations matérielles est quant à elle appelée philosophie. Cependant, ces savoirs collectifs résultent de l'échange et de la spécialisation, la totalité des connaissances n'étant jamais maîtrisée par un seul individu. Bah oui, encore heureux. Cette dichotomie entre les connaissances individuelles et l'intégralité de la connaissance et de la culture humaine appuie d'ailleurs une conception de la culture comme entité évolutive propre dont les constituants sont appelés mèmes et qui évolue avec Homo sapiens de façon symbiotique ou même commensale. Genre les mèmes? Ah non, la mémétique. Il faut pas confondre parce que moi quand on me parle de mèmes, c'est par exemple ça. Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Parfait. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Voilà, ça pour moi, ça c'est un mème. Ou alors ça. Ah, que je t'aime. Que je t'aime. Je t'aime. Voilà. On embrasse bien sûr Jean-Pierre Raffarin. Enfin non, on l'embrasse pas. Les capacités cognitives de l'être humain lui permettent d'avoir conscience de lui-même. Comme quelques autres espèces animales, il réussit systématiquement le test du miroir. C'est-à-dire qu'il se reconnaît dans le miroir. Oh, un petit dogo. C'est trop mignon. J'adore les chiens. Concernant le dimorphisme sexuel, on note quelques différences anatomiques entre les cerveaux féminins et masculins. Mais la complexité des interactions fonctionnelles rend difficile la corrélation des différences anatomiques avec des différences cognitives. Il existe bien des patterns d'activation différents en fonction du sexe pour des tâches variées, comme la rotation mentale, le traitement verbal, la compréhension d'idiomes, etc. Toutefois, ces résultats sont variables voire divergents d'une étude à l'autre et il n'y a pas de parallélisme strict entre les différentes activations. Est-ce que c'est juste pour dire que les hommes et les femmes peuvent comprendre les mêmes choses mais en le faisant de manière différente dans leur cerveau? Non, je sais pas. Peut-être. Passons à la reproduction. Le cycle reproductif humain comporte un vocabulaire spécifique par rapport aux autres mammifères. Vocabulaire de la reproduction utilisé pour les humains et les autres mammifères. Ah tiens, intéressant. Donc vous, les humains, vous dites que soit vous avez une grossesse, soit que vous êtes en gestation. Ensuite, les humains, on dit qu'une femme est enceinte alors que là on dit femelle gravide, pleine. Accouchement, et là c'est parturition ou mise bas. Accoucher, c'est mettre bas. Et nouveau-né, bébé, nourrisson, c'est le petit. Descendance, progéniture, sein, mamelle. Procréation. Tiens, ça va nous expliquer comment on fait les bébés? Oh là 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 là. Ah non, désolé. Mais les bébés humains, oh là là, je suis désolé. Hein. C'est laid. Là, ça va parce que bon, c'est pas un nourrisson genre qui vient de naître. Le photographe ou la photographe a fait une plutôt belle photo. Mais je suis désolé, mais ça ressemble à rien, un bébé humain. Je suis désolé, j'avais besoin de le dire. Donc procréation. La puberté se manifeste en moyenne vers l'âge de 12 à 15 ans. La ménarche, c'est quoi? La période des premières menstruations. Oh, il y a un terme pour désigner les premières menstruations? Je savais pas du tout. Intervient chez les jeunes filles vers l'âge de 12 à 13 ans. Pour les garçons, la capacité à procréer est en théorie continue, de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Chez la femme, cette capacité disparaît à la ménopause, qui survient généralement entre 40 et 50 ans. La ménopause est rare chez les mammifères, y compris chez les primates. Putain, c'est dingue! Chez les autres femelles de primates, la fertilité diminue généralement progressivement avec l'âge. Une durée de vie longue après la ménopause pourrait être un avantage sélectif acquis au cours de l'hominisation. C'est l'hypothèse de la grand-mère. Oula, qu'est-ce que c'est? Est une des hypothèses cherchant à expliquer pourquoi la ménopause est survenue au cours de l'évolution de l'humanité, alors qu'elle est rare. Ah ben voilà, elle pose l'hypothèse que cet âge infertile de la vie a pu conférer. Ah mince, peut-être 15 jours on ira vite fait se voir ça. L'andropause chez l'homme n'est pas l'équivalent de la ménopause chez la femme. Le cycle ovarien dure environ 28 jours et est marqué par les menstruations. Contrairement à la plupart des femelles de primates, la femme ne manifeste pas de chaleur et la période de meilleure fécondité n'est donc pas directement décelable par les mâles. Cependant, il est avéré que le comportement des femmes, en particulier lors de la recherche d'un partenaire sexuel, est sensiblement différent pendant l'ostrus. Qu'est-ce que l'ostrus? L'ostrus ou les chaleurs, d'accord, est la période durant laquelle une femelle mammifère est fécondable et recherche l'accouplement en vue de la reproduction. L'homme, quant à lui, serait plus attiré par les femmes en période d'ovulation en raison de modifications physiques de la femme. Bien que le coït, ah ça y est, attention, trigger warning, ça parle de boum boum crac crac, reste la principale méthode de fécondation, la femme peut avoir recours à des techniques de procréation médicalement assistée, la PMA, telles que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro, que ce soit dans le cadre de la lutte contre la stérilité ou pour les femmes célibataires ou en couple homosexuel. Inversement, les êtres humains ont la particularité de pouvoir contrôler et réduire consciemment leur fécondité en empêchant la fécondation lors du coït par diverses méthodes de contraception. Dans plusieurs endroits du monde, ces pratiques qui tendent à décorréler de façon unique dans le règne animal la reproduction de l'activité sexuelle ont un impact drastique sur le taux de fécondité, la rendant inférieure au seuil de renouvellement des générations. Gestation. La gestation est appelée grossesse et dure environ 9 mois. Une femme gravide est dite enceinte. La grossesse est le plus souvent mono-embryonnaire, même si une grossesse sur 40, attention il manque la ref, est gémellaire. Donc les jumeaux, ça c'est fou. La nature qui dit, tiens, et si à partir d'un même truc, bim, on te mettait deux humains en fait, qui se ressemblent. La parturition est appelée accouchement. L'accouchement s'effectue le plus souvent dans la douleur, du fait des contractions utérines, de la dilatation du col de l'utérus et de la distension périnéale. Les difficultés liées à l'accouchement sont parfois associées à l'antagonisme de deux aspects anatomiques propres à l'être humain, la taille croissante du crâne et l'absence du développement concomitant du bassin des femmes
distribués à la station de. Cette hypothèse, appelée dilemme obstétrique, est cependant régulièrement remise en question. L'accouchement ne se fait pas toujours par voie basse. Le recours à la césarienne, pratiqué depuis l'Antiquité. La césarienne, c'est vraiment genre on ouvre, mais pratiqué depuis l'Antiquité, quand il n'y avait pas les antiseptiques. Depuis l'Antiquité représente parfois plus de 30% des naissances dans certains pays développés. Alors attention, parce que là, pertinence contestée. Une équipe de scientifiques observant cet accroissement sur quelques années a émis l'hypothèse que le recours à la césarienne empêcherait la sélection naturelle et mènerait à une évolution humaine où il y aurait de plus en plus de bébés avec un gros crâne et des mères avec un bassin étroit, ce qui accroîtrait à son tour le taux de césarienne. L'hypothèse a été contestée par un paléoanthropologue qui considère que compte tenu de la disparité des taux de césarienne entre pays avancés et moins avancés, il y a probablement d'autres facteurs biologiques et culturels en jeu. Des obstétriciens ont révélé que l'hypothèse ne prenait pas en compte l'augmentation du nombre de mères obèses ou diabétiques, ni la pression juridique qui conduisait les médecins à prendre de moins en moins de risques lors des accouchements. Par ailleurs, l'être humain est capable, à l'aide de dispositifs techniques divers, d'assurer la survie d'un enfant prématuré à partir d'un âge gestationnel d'environ 25 semaines. Ça fait combien de mois? Ça fait 6 mois. Les humains peuvent gérer un bébé né à 6 mois et 1 semaine. Croissance. À la naissance, le bébé est complètement dépendant de sa mère, ce qui constitue une différence notable par rapport aux autres hominidés. La mère peut allaiter son enfant pendant plusieurs années, l'allaitement exclusif couvrant l'intégralité de ses besoins jusqu'à 6 mois. Date à laquelle démarre généralement le début de la diversification alimentaire. Homo sapiens élève généralement sa progéniture au moins jusqu'à la puberté. Les jeunes naissent avec une masse autour de 3 kg et une taille d'environ 50 à 60 cm après une gestation de 9 mois. Ils sont totalement dépendants à la naissance et leur croissance dure plusieurs années. La maturité sexuelle survient entre 12 et 15 ans. La croissance des garçons continue, souvent jusque vers 18 ans. La croissance se termine vers 21-25 ans avec la solidification de la clavicule. Genre c'est la clavicule qui dit ça y est, ok. Espérance de vie. L'espérance de vie à la naissance est très dépendante des conditions matérielles et de la disponibilité des soins médicaux. Elle se situe aujourd'hui autour de 75 ans dans les pays les plus riches et inférieure à 50 ans dans les pays les plus pauvres. L'écart, notamment à cause d'une mortalité infantile plus forte. Des cas isolés de longévité approchent 120 ans et la personne ayant vécu le plus longtemps dont l'âge a pu être vérifié est la française Cocorico, Jeanne Calment, qui avait 122 ans et un peu plus de 5 mois le jour de son décès. Nuptialité. Même s'il existe des exceptions, Homo sapiens possède depuis au moins 5 milliers d'années une forte tendance à la monogamie sociale et dans une bien moindre mesure à la monogamie sexuelle. Les couples forment le plus souvent la base de la structure familiale et sociale, s'établissent dès la puberté et durent en général jusqu'à la mort. Comment ça? Alors déjà, qu'est-ce que la monogamie sociale? Désigne un régime juridique qui autorise un unique contrat de mariage concomitant, ce qui distingue notamment des régimes qui autorisent la polygamie. Ok, bon, pour le coup, je comprends pas ce que c'est la monogamie sociale. Et pareil, comment ça s'établisse dès la puberté? C'est-à-dire que les gens, paf, ils se mettent en couple dès la puberté et ça dure jusqu'à la mort. Mais c'était avant, ça, c'est plus maintenant. Ou alors je comprends peut-être mal la phrase. Cette tendance s'explique par le très fort investissement que nécessite la protection et l'éducation des enfants, rendant nécessaire d'un point de vue évolutif la cohésion du couple. Il s'agit là encore d'un caractère distinguant l'humain des autres hominidés. L'espèce humaine est principalement une espèce stratégie de reproduction de type K. Il y a même une stratégie de reproduction. Il y a des gens qui se réunissent comme ça et bim, on va faire la stratégie de reproduction. Non, là je pars trop loin. Allez, donc là on a fini pour... C'était quoi déjà? Biologie.